Nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons nous pencher sur les faillites d'entreprises, mais pas dans n'importe quel cas. Nous allons évoquer ensemble les investissements que l'on peut vous proposer qui impliquent des montages financiers parfois complexes et où l'une des sociétés impliquées fait faillite ou en tout cas se trouve en difficulté. Que devient alors votre argent? Une vaste question à laquelle nous allons tenter de répondre avec Philippe Julien, avocat spécialisé en contentieux économique et financier. Bonjour Philippe Julien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc une première question qui était que devient votre argent? Mais la question qu'on va se poser de manière plus générale, c'est comment vérifier dans quoi on investit. On avait un rendez-vous art il y a quelques instants dans l'émission. Il y a d'ailleurs eu un gros scandale sur le sujet il y a quelques années. Alors c'était pas que dans le monde de l'art, c'était dans le monde des manuscrits et des livres anciens notamment. C'était le scandale Aristophile où on proposait aux gens d'investir dans finalement des biens tangibles mais qu'ils ne possédaient pas chez eux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plus ou moins une pyramide de Ponzi, alors c'est mon terme, je ne sais pas si ce sera le vôtre, qui avait été montée autour de cela. Donc en fait c'est plus récurrent qu'on peut le croire finalement des investissements soit prétendus sûrs mais où en fait les montages financiers sont derrière assez complexes. Oui, alors effectivement, il y a malheureusement, et l'AMF le rappelait d'ailleurs en fin d'année dernière, une multiplication des produits d'épargne défectueux. D'accord. Alors évidemment, on va dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les produits où il n'y a strictement rien derrière. Vous envoyez votre argent à l'étranger, il disparaît et c'est terminé. Et puis, il y a aussi des produits beaucoup plus sophistiqués. Vous avez une société en France, vous avez l'apparence d'avoir souscrit dans un produit qui était tout à fait bien monté et qui devait rendre le rendement attendu, et puis ce n'est pas du tout le cas à la fin. D'accord. Et vous pouvez retrouver, comme dans Aristophile, effectivement, dans les situations catastrophiques. Alors Aristophile, c'est un dossier hors norme. De quoi s'agissait-il? En fait, la société Aristophile a proposé pendant une dizaine d'années aux gens d'acheter en copropriété des manuscrits originaux d'écrivains, écrivains, scientifiques, musiciens. Donc vous achetiez en copropriété du Victor Hugo, du André Gide, l'objectif étant patrimonial. Donc on vous promettait à la sortie un rendement de l'ordre de 8% par an, donc sur 5 ans, 40% à la sortie. Donc c'était très alléchant, c'était extrêmement bien structuré, mais malheureusement, à la suite d'une enquête de la direction des fraudes en 2014, la société Aristophile est partie en redressement puis en liquidation judiciaire, avec un préjudice qui a été déclaré au tribunal de commerce d'1 milliard d'euros. 18 000 personnes qui sont concernées par ce dossier. Il y a eu 850 millions de levées de fonds. Et nous en défendons 700 là-dedans. Et c'est des gens qui ont perdu vraiment le fruit de leur épargne. Mais alors, pour bien comprendre ce que vous nous expliquez, puis on en parle avec ce sujet Aristophile, mais on pourra en parler avec d'autres scandales, il y avait réellement des manuscrits derrière? Non seulement il y avait des manuscrits derrière, mais à la limite, ces manuscrits, il n'est pas remis en cause, c'était des vrais manuscrits de Victor Hugo. Oui, donc ça n'était pas frauduleux au sens d'une arnaque classique qu'on peut trouver. Voilà, c'est beaucoup plus sophistiqué, c'est ce que je disais. Et en fait, ce qu'on a découvert, en fait, si on doit schématiser dans ce dossier Aristophile, le problème, c'est un problème de la valeur de ces manuscrits, qui était totalement survalorisé. Aujourd'hui, on a une bonne compréhension de ce problème, puisque une grosse partie des manuscrits ont été revendus par la maison Agut et d'autres maisons qui l'accompagnent, Arcurial et autres, depuis déjà 4 ans. Les ventes ont commencé à 4 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait un écart de plus de 90% entre le prix d'acquisition de ces manuscrits par les investisseurs et la valeur le prix réelle de revente, le prix auquel les collectionneurs, ceux qui s'intéressent vraiment aux manuscrits. Oui, donc le rendement proposé ne pouvait pas tenir dans la durée, sauf à faire venir de nouveaux investisseurs. Absolument, et c'est pour ça que vous parliez de pyramide de Ponzi. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que dans la vraie affaire Ponzi dans les années 20, souvent on pense que pyramide de Ponzi, il n'y a rien derrière, mais dans la pyramide de Ponzi, la vraie, il y avait des timbres Fausto. D'accord. Il y avait un sous-jacent réel pour le coup. Bon, alors ça, c'est quand on parle du monde de l'art, mais ça arrive également quand des entreprises veulent se développer. On a 2 exemples, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie ou même dans le secteur de la distribution, où on veut se développer. Et donc là, en fait, il y a une activité économique réelle. On propose à des investisseurs d'accompagner pour l'achat de murs ou de fonds de commerce. Et là, en fait, on se rend compte que si l'entreprise n'est pas suffisamment solide ou si l'entreprise se met en difficulté dans ses financements, en fait, on peut se retrouver à ne plus jamais revoir son argent, ou en tout cas faire appel à des gens comme vous pour essayer de le récupérer. Oui, voilà. Alors, il faut se rappeler que quand on investit, schématiquement, vous avez 3 grandes catégories de produits. Vous avez les investissements de type immobilier, direct ou indirect. Vous avez les produits financiers, actions essentiellement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les biens divers. On vient d'en parler avec Aristophile quand vous achetez du vin, des diamants, etc. Alors là, les dossiers que vous évoquez, c'est des produits financiers. Vous devenez actionnaire de structures d'investissement. Ces structures d'investissement elles-mêmes investissent dans des groupes
qui peuvent, comme Maranatha, effectivement, se trouver dans le secteur hôtelier. Bio c'est bon, dossier dans lequel nous intervenons, c'était le secteur de la distribution alimentaire bio. Et dans ces dossiers-là, ce qui est remis en cause, si vous voulez, c'est pas du tout l'activité économique elle-même. Maranatha, c'était des vrais hôtels. C'était d'ailleurs une des premières chaînes hôtelières devenue une des premières chaînes hôtelières françaises. Bio c'est bon, idem. Un numéro 2 de la distribution alimentaire bio au moment où elle fait faillite. Oui. Le problème n'est pas là. Le problème est sur le montage financier derrière, en coulisses, et la très mauvaise information, pour ne pas dire la désinformation de l'investisseur au moment où il souscrit sur le niveau de risque qu'il prend. Investisseur particulier. Voilà, exactement. Alors le problème, c'est la mauvaise compréhension et la mauvaise information, la désinformation sur le niveau de risque pris lorsqu'on souscrit à ce type d'investissement. Et alors si on prend l'exemple bio c'est bon, parce que c'est toujours plus simple avec des exemples quand même, ces mécanismes, ça veut dire que concrètement un particulier pouvait, avec un ticket d'entrée, donc j'imagine un peu conséquent quand même, investir dans des murs de futurs magasins bio c'est bon. Donc là on pouvait se dire il y a une activité économique, à partir du moment où il y a un magasin qui va avoir une activité économique, qui va faire un chiffre d'affaires, mon placement est sûr. Et en fait non, c'est parce que le placement financier derrière qui impliquait en fait trop de dettes, si j'ai bien suivi le dossier, faisait que la société elle-même entière et donc tous les magasins se trouvaient en difficulté. Oui, alors en fait, d'abord, l'investisseur se trouvait assez loin des fameux murs ou en tout cas des actifs tangibles. Il était dans une structure qui elle-même n'avait aucun actif à son bilan, aucun actif, et qui investissait dans les magasins. Dans les sociétés qui portaient les magasins. D'accord. Donc toujours pas dans les murs. C'est pas les murs, c'est les fonds de commerce. Les murs, c'était autre chose. Voilà. Et donc, mais par un certain nombre de mécanismes trop techniques pour qu'on les rappelle ici, la réalité, c'est que la rentabilité de ce placement ne pouvait pas venir de l'activité, du fait d'être actionnaire de ces structures. C'était uniquement une promesse de rachat par la holding, par le groupe qui promettait de racheter les titres à la sortie, en disant « vous inquiétez pas, vous investissez, et dans 5 ans, je vous rachète le tout, 140% de votre prix ». D'accord. Et en plus de ça, je vous ai versé des rendements tous les ans. Et il y avait des mécanismes de rendement, mais plus complexe qu'un rendement classique. Voilà, exactement. Mais fondamentalement, vous investissiez et à la sortie, on vous rachetait vos titres avec une promesse de rachat. Donc c'était assez simple. Le problème, c'est qu'il y avait une opacité totale sur la capacité financière du groupe à vous racheter. Il y a eu ce qu'on appelle de l'endettement hors bilan au plan comptable, c'est-à-dire que quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, vous savez que ça ne vient pas immédiatement au bilan, ça vient dans les annexes. C'est un petit peu plus compliqué à déceler. L'entreprise n'est pas endettée dans son bilan. Elle n'est pas immédiatement endettée, puisque c'est une promesse qu'elle fait. Mais donc ça lui permet de faire de l'endettement supplémentaire par rapport à ça. Et si vous voulez, en juillet 2020, à quelques mois, à quelques semaines de la faillite, on s'est rendu compte qu'il y avait un endettement hors bilan de plus de 120 millions d'euros auprès de particuliers, 2850 personnes qui étaient concernées. Et donc vous comprenez bien que quand vous faites un montage comme ça, à la moindre anicroche, au moindre décalage entre ce que vous aviez prévu dans votre tableau Excel, sur votre business plan, et la réalité, à la moindre anicroche, tout peut s'écrouler. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon alors, il y a une question derrière tout ça, c'est qu'on parle de sociétés qui ont pignon sur rue, on parle d'actifs tangibles, un manuscrit de Victor Hugo dont on est persuadé qu'il y a une valeur et que la valeur ne peut que s'améliorer dans le temps. Et on se dit, effectivement, ça m'a l'air sûr vu de loin de ma maigre connaissance financière du sujet. Comment est-ce qu'on peut se prémunir d'un mauvais montage financier? Parce que j'imagine qu'il y a des investissements similaires qui sont sains avec des bons montages financiers. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on est indépendant, quand on est particulier et qu'on veut creuser un peu le sujet? Alors je dirais qu'il y a 4 réflexes à avoir. Il y a une grande variété de produits, donc on ne peut pas, bien sûr, appuyer sur un bouton et choisir les bons et les mauvais. Les bons et les mauvais produits. Sinon, il n'y aurait d'ailleurs pas de professionnels spécialisés qui pourraient vous conseiller. Mais disons pour moi, il y a 4 grands réflexes à avoir. La première chose à faire, c'est la réputation du produit. Éventuellement, le produit peut avoir une certaine maturité. Et la réputation de l'acteur qui le propose. Est-ce que la société est localisée en France? Est-ce qu'elle a un capital social digne de ce nom? Qui sont les animateurs aussi de la société? Il faut quand même, dans Bio c'est bon, il faut se rappeler que le fondateur de Bio c'est bon, c'est quelqu'un qui avait été interdit de gérer. Et personne ne s'en était rendu compte pour un problème de même nature dans les années 90. D'accord. Donc il faut regarder un petit peu à qui on donne son argent. Et pareil dans Aristophil. Le patron d'Aristophil est quelqu'un qui avait quand même déjà eu des problèmes avec la justice pour des problèmes de timbre, pour des problèmes de diamants, etc. Donc ça, c'est la première chose. La réputation. Bien travailler la réputation. Deuxièmement, il faut comprendre comment l'entreprise dans laquelle vous investissez va gagner de l'argent et va pouvoir vous rembourser. Si vous ne comprenez pas comment se crée la valeur,
et comment vous participez à la création de valeur au travers de votre investissement, c'est qu'il y a un problème. Dans Aristophile, comment un manuscrit crée-t-il de la valeur ? Vous voyez, c'est bien pas sûr. évident. Oui, on peut parier sur une hausse de la valeur. Mais bien sûr, hein, mais si c'est que spéculatif comme ça, vous pouvez vous dire, mais est-ce que j'ai une bonne connaissance du marché de l'art, du marché des manuscrits, qu'est-ce qu'il me dit, etc. Ensuite, vous avez la capacité financière de celui qui prend un engagement à votre égard de vous rembourser. D'accord. Est-ce qu'il a la trésorerie Est-ce qu'il a la solvabilité ? Est-ce qu'il a la trésorerie ? Quels sont les mécanismes de protection ? Garantie financière, assurance, solidarité, caution, etc. Est-ce que je suis garanti à un moment de toucher mon argent si ça tourne mal ? Et alors le quatrième point, rapidement, avant de se demander comment se prémunir. Et puis, j'allais dire, également le juridique. Hein. Là, on revient à mon cœur de métier. C'est-à-dire qu'on vous présente des documents. Je vous donne l'exemple juste d'Aristophile. Dans Aristophile, les gens pensaient qu'il y avait une promesse d'achat d'Aristophile. C'était une promesse de vente qui était faite par les investisseurs. De sorte qu'Aristophile a pu dire, moi, j'ai rien promis. C'est vous qui m'avez promis. D'accord. Vous m'avez promis de me vendre à 140% du prix. Et moi, je lève l'option d'achat. Vous voyez, donc c'était un mécanisme qui a très mal été compris, purement juridique, qui a été bien packagé, avec un prof de droit, un notaire, enfin voilà. Donc le juridique aussi a son importance. Donc 4 points, vous voyez, 4 points pour 4 réflexes qui, quand même, si on les respecte, permettent d'éviter pas mal de déboires. Et alors, lorsqu'on y fait face, j'imagine qu'il faut se faire accompagner, puisque c'est très compliqué déjà, si on n'a pas réussi à identifier en amont, en aval, il faut trouver des gens qui sont capables d'aller redécortiquer les contrats. Il nous reste quelques secondes, mais c'est le conseil que vous donneriez. Voilà, en aval, je dirais 2 choses. Un, bien vérifier qu'il n'y ait pas des choses à faire en urgence. Quand vous avez une faillite, il faut se déclarer en tant que créancier. Et ça, c'est des délais courts, hein, il faut les avoir à l'esprit. 2 mois à compter de la publication de la faillite au greffe. Et puis après, il faut s'organiser, ne pas rester seul. Rejoindre les collectifs, aller voir les associations de consommateurs qui sont indépendantes et qui en général ont de la bonne information sur les sujets pour pouvoir se défendre derrière. C'est ça, parce qu'on est rarement seul à être floué dans ce genre de cas. Jamais seul à être floué, malheureusement. Merci beaucoup Philippe Julien. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en contentieux économique et financier. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver en replay ou en podcast.